Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui pour assister à ce 14e webinaire de l'Institut de la Transition 1.5, la BGTTI.5. Donc, aujourd'hui, pour ce webinaire, nous allons parler de l'éolienne. Donc, pour faire simple, l'éolienne transforme l'énergie mécanique du vent en électricité grâce à un générateur. Donc, après, maintenant, on rentrera dans les détails un peu plus techniques. Donc, l'éolienne est considérée comme l'une des premières sources d'énergie renouvelable installées en France et la France a un rôle de premier plan en Europe en ce qui concerne les gisements. Et il faut aussi préciser que c'est une source d'énergie qui est quand même bien encadrée sur le plan législatif, et tant au niveau du déploiement, de la production et de l'exploitation. Donc aujourd'hui, nous allons avoir 3 intervenants qui vont chacun présenter un aspect du problème. Pour chacune de ces présentations, nous aurons 30 minutes. Donc, 15 à 20 minutes, mais typiquement 20 pour la présentation et environ 10 minutes pour les questions spécifiques à la présentation. Donc, ça va faire 30 fois 3, ça fait 1h30. Comme nous avons 2 heures en tout, il restera à la fin 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes, à la fin, nous allons nous retrouver tous ensemble. Les 3 intervenants seront à votre disposition pour une sorte de regard croisé sur les 3 interventions qu'on aura eues et les questions qu'on n'aura pas pu aborder pendant les présentations spécifiques. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter comme ça les 3 présentations. Donc, la première sera intitulée « Prévision de la production des centrales éoliennes » qui sera donnée par Georges Karinotakis, qui est directeur de recherche à Percé Mines Paris. La deuxième, ce sera sur l'évaluation des impacts environnementaux de l'éolien en mer par analyse des cycles de vie par Johanna Schlesinger-Martina, ingénieure de recherche à l'OIE, Mines Paris aussi. Et la dernière présentation sera intitulée « Évaluer les enjeux de l'intégration sociale de l'éolien en mer en France ». Ce sera par Rhoda Fofa-Garcia, qui est chercheur en sociologie à France Énergie Maritime. Donc, nous commençons par la première présentation par professeur Georges Karinotakis, donc, qui est directeur de recherche de classe exceptionnelle au centre Percé de Mines Paris, où il dirige le groupe de recherche sur les énergies renouvelables et les réseaux intelligents. Ces recherches portent sur les énergies renouvelables et la prévision de la demande, l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques et les marchés de l'électricité, ainsi que sur la gestion et la planification des réseaux électriques. Donc, je précise quand même que le professeur Georges Karinotakis, c'est un scientifique de renommée internationale avec une production scientifique plus qu'impressionnante. Donc, je pense que c'est une voie autorisée et c'est une chance pour nous de l'avoir aujourd'hui pour s'exprimer sur les questions de prévision. Donc, Georges, c'est à toi. Merci. Merci Claude pour cette introduction très sympa. Donc, je partage ma présentation. Donc, merci pour l'introduction. Bienvenue à tous et merci pour l'invitation à ce webinaire. Donc, je vais parler de la prévision de la production éolienne, l'état de l'art et les directions de recherche qui sont quelques directions de recherche intéressantes aujourd'hui. Donc, je commence par juste un mot d'introduction de notre groupe de recherche, en fait. Georges, excuse-moi de t'interrompre. Je m'adresse aux participants. Vous pouvez poser vos questions sur le chat et moi, je les récupérerai et je les poserai au présentateur. Merci. Désolé, Georges, continue. Merci. Donc, notre groupe de recherche travaille sur le développement des méthodes, des outils qui ont comme objectif de faciliter l'intégration des énergies renouvelables et d'autres nouvelles technologies bas carbone dans les systèmes énergétiques et les marchés d'électricité dans l'objectif de décarboniser le secteur d'énergie. Nous travaillons sur 3 axes: la prévision pour l'énergie, la gestion et le contrôle des systèmes énergétiques et la planification des systèmes énergétiques et le design des futurs marchés d'énergie. Donc, au niveau prévision, qui est le premier axe, nous travaillons sur la prévision éolienne depuis
presque 30 ans, mais aussi sur la prévision de la production solaire, la prévision de la consommation, la prévision des différentes quantités du réseau comme les DLR, la prévision des quantités du marché comme les prix d'électricité qui sont importantes pour optimiser la participation des renouvelables au marché et dans le cadre d'un certain nombre de plusieurs projets de recherche depuis ces dernières années. Donc, ma présentation aujourd'hui, je vais commencer par le contexte. Je vais présenter l'état de l'art sur la prévision éolienne avec quelques extensions sur la prévision de la production renouvelable, les axes de recherche, quelques axes de recherche qui sont suivis aujourd'hui et des défis, des enjeux pour des recherches pour le futur. Donc, bon, c'est l'objet de l'Institut de TI. On est dans la transition du secteur énergétique. Il y a une évolution des systèmes électriques dans le contexte de transition énergétique. Il y a plusieurs défis qui viennent du fait qu'on intègre progressivement des ressources distribuées comme des ressources de centrales renouvelables, éoliennes, photovoltaïques, des unités de stockage, des unités de conversion de Power to X, hydrogène, etc. Et le système énergétique ou le système électrique plus particulièrement évolue vers un système, vers des systèmes très complexes et interactif. Vu la nature distribuée, les sources d'information se multiplient et ça, c'est un avantage parce que ça permet de gérer le système parce qu'on a une certaine observabilité du système, mais il est nécessaire de développer des fonctions avancées pour les différentes fonctionnalités qui sont nécessaires pour gérer ce système, en fait, pour les gérer de manière sécure et économique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les niveaux d'intelligence du système électrique du futur. Donc, il y a, je parlais de fonctionnalités, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont importantes pour gérer un système électrique, comme par exemple la prévision de la consommation, de la production et autres, l'optimisation de la gestion des groupes de production, les méthodes, l'allocation des réserves pour avoir une flexibilité par rapport aux incertitudes, la gestion des congestions au réseau, la gestion des systèmes hybrides, par exemple, des systèmes couplés éoliens, stockage, UPV, stockage, le trading de l'énergie au marché de l'électricité et autres. Parmi, ça c'est un exemple de fonctionnalités, et parmi ces fonctionnalités, ici, les premières, ici en vert, sont des fonctionnalités qui sont impactées par l'intégration grande échelle des énergies renouvelables. Et c'est en réalité les fonctionnalités pour lesquelles il est nécessaire d'utiliser des prévisions de la production renouvelable. Donc, lorsqu'on parle de l'intégration d'énergie renouvelable dans les réseaux électriques et les marchés, la première chose qu'on pense, c'est que c'est des sources de production météo-dépendantes qui dépendent des conditions météo, donc très variables. Et ici, dans cette figure, je présente la production d'une ferme éolienne normalisée entre 0 et 1 pendant une période d'un mois à peu près. Et ça, c'est des données horaires. Et on peut voir qu'on peut avoir des variations assez rapides entre 0 et 100% de la production. Donc, bien sûr, les variations, lorsqu'on est dans une échelle géographique plus large d'un territoire, région nationale, cette variabilité est lissée grâce à l'effet de foisonnement de la production, en fait. Parce que toutes les fermes ne voient pas les mêmes conditions météo à chaque instant. Le rôle de la prévision de la production renouvelable en général, donc des prévisions à quelques minutes jusqu'à quelques jours sont importantes pour gérer le système électrique, pour toutes ces fonctions que j'ai mentionnées avant. Au niveau académique, les premiers modèles ont été développés en 1985. C'était des modèles du type ARMA, autorégressif linéaire. Et depuis,
aujourd'hui, il y a des systèmes de prévision qui sont utilisés pratiquement par tous les gestionnaires de réseau, tous les acteurs du système électrique qui, dans leur mission, ils ont à gérer des centrales renouvelables, en fait. Ici, c'est un exemple de prévision faite par RTE au niveau national pour la prévision éolienne. Donc, la même chose pour la prévision photovoltaïque. Malgré cette maturité qui est due au fait que tous les acteurs utilisent opérationnellement des systèmes, les outils qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas parfaits parce que c'est pas possible de prévoir de manière parfaite les conditions météo et parfois il y a des erreurs de prévision qui sont importantes qui ont un impact financier, économique, technique au réseau en fait et aux acteurs. Donc, améliorer la précision, la performance des systèmes de prévision est une demande continue des utilisateurs finaux, en fait. Et c'est pas seulement ça, mais on est aussi dans une situation où les systèmes évoluent, on a des nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux acteurs qui apparaissent, et nous avons de nouveaux besoins de prédiction, des besoins pour de nouveaux produits de prévision, que je vais donner quelques exemples plus tard. Donc, comme je mentionnais, la prévision éolienne, les premiers modèles ont été développés assez tôt au niveau littérature. Là, les principes de base un peu pour la prévision éolienne, on utilise des mesures de ferme de centrales éoliennes, on utilise des données du terrain, configuration de la ferme, les types de terrain, etc., pour les fermes qui sont onshore. Et ça dépend du modèle, bien sûr, s'il considère ce type d'information. Et une information qui est importante, c'est aussi des prévisions météo qui sont fournies aujourd'hui par des organismes météo comme Météo France ou autres. Nous utilisons des modèles qui sont des modèles de régression, de machine learning ou des modèles physiques. Je vais expliquer un peu plus pour produire des prévisions déterministe, c'est-à-dire une valeur pour chaque pas du temps, et ici c'est un horizon de 48 heures, ou des prévisions probabilistes, c'est-à-dire la valeur la plus probable, mais aussi des intervalles de prévision pour la production à chaque instant, en fait. Donc ça c'est le principe global, c'est assez similaire aussi pour la prévision photovoltaïque. Donc, comme je mentionnais, les premiers modèles sont apparus en 85. Entre 85 et 2000, il y avait, avec le développement de l'énergie éolienne, surtout en Europe, au Danemark, Allemagne, Espagne, il y avait différents organismes de recherche qui ont commencé à développer des approches statistiques, des approches physiques. Et il y avait aussi les premiers modèles qui ont apparu qui considèrent des prévisions météo comme un trait. Il y avait le premier modèle, en fait, basé sur l'IA aussi. À l'époque, dans le cadre de ma thèse, j'avais développé une approche basée sur les réseaux de neurones récurrents pour la prévision de la production éolienne. Et ça, c'était en fait le premier papier où l'IA était appliquée dans le domaine de l'énergie renouvelable. Depuis, il y avait, à partir de 2002, il y avait un certain nombre de projets européens comme ANEMOS, ANEMOS Plus, SafeWind, qui ont été coordonnés par notre groupe, en fait, qui ont fédéré les efforts au niveau européen et qui ont développé un grand spectre des approches déterministes, probabilistes, mais d'autres outils de prévision aussi, comme on peut voir ici dans la figure, je ne sais pas si c'est très visible, comme par exemple des prévisions des rampes pour les variations importantes de production éolienne ou la prévision spatio-temporelle ou la prévision des risques qui essaie de prévoir le niveau d'erreur pour les heures ou les jours à venir, une prévision du niveau de variabilité de la production éolienne. Donc, ça, c'est le type de produits alternatifs que j'ai mentionné dans mon introduction.
Le dernier projet, c'est le projet Smart Forest entre 2019 et 2023 que nous avons coordonné. Donc ça, c'était plus général sur la prévision renouvelable, éolienne et photovoltaïque. Et là, il y avait quelques approches, quelques directions de recherche assez novatrices que je vais donner quelques exemples plus tard. C'est un domaine de recherche qui est assez actif au niveau international. Il y a une explosion de publications, c'est-à-dire ici, c'est une analyse bibliométrique sur Scopus, sur l'énergie éolienne et photovoltaïque et solaire. La prévision de la production éolienne et solaire. Et en fait, maintenant, il y a à peu près 600, 700 articles par an sur les deux. Le solaire a été développé plus tard, à partir plutôt de 2002-2005. Et on voit aujourd'hui qu'il y a aussi une augmentation très importante des publications, des recherches qui sont basées sur les méthodes de l'IA, en fait, avec ces dernières années, les deep learning, voire les dernières publications sur l'IA générative. Donc, je vais parler de quelques directions de recherche qui ont suivi aujourd'hui pour améliorer la prédictabilité de la production éolienne. La première chose qu'on essaie d'améliorer, c'est les prévisions météo, en fait. Et ça, c'est des efforts de recherche qui sont faits par des organismes comme Météo France ou d'autres des sociétés qui travaillent sur les modèles très haute résolution. Donc, une direction, par exemple, c'est de développer des méthodes, des outils de modélisation et de prévision des variables météo, c'est-à-dire pour l'éolien, c'est-à-dire vitesse du vent, direction, etc., et utilisant des Large Eddy Simulations, qui sont des modèles mesuriels de très haute résolution, qui peuvent descendre spatial et temporel, qui peut descendre jusqu'à 50 mètres par 50 mètres et 30 secondes. Donc ça, c'est dans un objectif d'améliorer les modèles standards. Les prévisions météo classiques sont fournies en fait pratiquement toutes les 6 heures avec un pas du temps horaire ou tri-horaire. Et si on utilise ça dans le modèle de prévision, on n'arrive pas trop à capter la variabilité infra-horaire en fait. Donc ça, c'est l'objectif principal de ce type de modèle, d'augmenter la résolution, et on n'arrivera pas forcément à capter toutes les variations, mais on essaie ce qu'on arrive à faire et de capter en fait avec ce type de modèle haute résolution la nature de cette variation. Et ça, c'est important parce que ça permet d'adapter les systèmes de gestion derrière de la production éolienne. Donc, avec ce type d'outils, on arrive, par exemple, dans les derniers projets européens, on a réussi à avoir une amélioration de l'ordre de 9% pour la prévision de la vitesse du vent. Une autre direction qui est très active au niveau international, c'est la prévision spatio-temporelle. Donc, de quoi il s'agit? Généralement, dans l'état de l'art, pour faire des prévisions pour une ferme éolienne, on utilise les données au niveau de la ferme et les prévisions météo au niveau de la ferme. Par contre, on a vu, suite à quelques études, que si on utilise des mesures de fermes éoliennes voisines, on peut capter les corrélations spatio-temporelles et l'évolution, la propagation des régimes météo, des situations météo. Et donc, on peut utiliser, par exemple, les mesures d'une ferme, comme ici, dans la figure au milieu, à gauche, pour améliorer la prévision pour la ferme à droite. Nous avons, dans un projet l'année dernière avec RTU, nous avons évalué cette approche en fait spatio-temporelle pour les cas en France, avec 600 fermes éoliennes, avec un objectif d'améliorer les prévisions à T plus 3 heures, avec des résultats assez intéressants, c'est-à-dire une réduction de l'ordre entre 4 et 10% en fonction de la ferme éolienne. Cependant, dans cette problématique spatio-temporelle, pour laquelle on peut améliorer en fait la performance
justement, en utilisant les données qui existent, sans installer des capteurs ou autre. Un défi est que souvent, ces données ne sont pas disponibles parce qu'ils appartiennent à des acteurs qui sont en concurrence, des différents opérateurs éoliens, mais qui ne sont pas forcément envie de partager leurs données. Donc, dans ces cas, nous développons des méthodes de partage de données en respectant les contraintes de vie privée et de confidentialité basées sur le federated learning, qui permet en fait d'échanger plutôt qu'échanger les données brutes, d'échanger des proxys ou des modèles qui sont cryptés et utiliser ces informations pour le modèle de prévision avec des méthodes de federated learning. Donc, dans le cadre d'une thèse, nous avons développé des approches intéressantes qui permettent de ne pas perdre de l'information lorsqu'on fait ce cryptage, parce que souvent ce cryptage est basé sur, par exemple, sur la différence privacy où on ajoute du bruit, mais le fait d'ajouter du bruit fait que finalement on va perdre de l'information. Donc ici, avec les méthodes développées, on évite cette situation et on arrive au même niveau de résultat que si on utiliserait les données brutes. Une autre direction de recherche intéressante est d'essayer de lier les modèles de prévision avec la manière qu'ils sont utilisés et la valeur qu'ils apportent dans les publications, dans les applications où ils sont utilisés. Ici, à gauche, j'ai une figure, un flowchart qui montre un cas d'usage d'un agrégateur de centrales renouvelables éoliennes photovoltaïques qui participe au marché de l'électricité, à plusieurs marchés, d'IAG, d'infrajournalière, marché de services système, et qu'à chaque instant, chaque jour, il doit décider avec quel niveau de production et à quel marché il participe. Donc, c'est un problème d'optimisation pour lequel il doit d'abord faire des prévisions de la production renouvelable pour les jours à venir, mais il doit aussi prévoir les niveaux de prix de marché parce que c'est ça qui va lui permettre de se positionner. Donc, et ensuite, ces prévisions, qui sont des prévisions probabilistes, sont utilisées comme entrée dans un outil d'optimisation stochastique qui va décider la stratégie de bidding pour le marché. Au total, ici, dans les parenthèses, on a le nombre de modèles. Donc, on peut avoir, dans ces cas des 3 marchés, on peut avoir, par exemple, 11 modèles, 10 modèles de prévision et un modèle d'optimisation. Donc, ça, c'est une chaîne de modèles complexe. Et c'est l'approche forecast then optimize où d'abord on fait des prévisions et ensuite on optimise pour prendre des décisions. C'est le schéma ici simplifié. Une approche intéressante est essayer, au lieu d'optimiser chaque modèle en fonction du critère classique qui est maximiser sa précision, d'essayer de fermer un peu la boucle et utiliser aussi comme dans les fonctions d'optimisation des modèles de prévision, l'impact des décisions qui pourraient être des pénalités sur le marché. Donc là, on est à quelque chose à une approche qu'on appelle value-oriented forecasting, où les modèles de prévision sont optimisés en fonction de la valeur qu'ils apportent dans les prévisions, dans l'application. Et si on fait ça, finalement, pourquoi ne pas remplacer toutes ces chaînes de modèles complexes par un seul modèle? Et ça, c'est l'approche prescriptive où on utilise des modèles basés sur l'IA, par exemple, ça peut être des réseaux de neurones ou des arbres de décision qui vont apprendre directement les décisions de trading à partir de données d'entrée. Donc ça, c'est une approche un peu disruptive parce qu'en réalité, elle annule les modèles de prévision, mais ça donne des résultats assez intéressants et avec des perspectives intéressantes. Je vais passer ça. Aujourd'hui, notre direction est essayer de développer aussi des modèles basés sur l'IA, mais des modèles qui sont interprétables. Donc, une approche intéressante, c'est l'approche de symbolic learning, où on commence par quelques expressions analytiques, qui peut être la vitesse du vent cube, la température, etc. Et ensuite, on applique une approche de
de genetic programming, et la sortie du modèle, c'est un modèle explicable où les prévisions sont fournies directement par des formules analytiques, en fait, et ça permet d'avoir un niveau d'interprétabilité ad hoc plutôt que post-hoc qu'on a aujourd'hui. Globalement, on essaye de développer des modèles qui, contrairement à l'approche classique où l'objectif est d'améliorer la précision des modèles, on essaye de développer des modèles. Donc ça, c'est la direction de recherche principale dans notre groupe, mais aussi dans d'autres projets, qui respectent d'autres propriétés comme par exemple la résilience aux données manquantes ou la simplicité, la robustesse aux incertitudes, etc., la maximisation des valeurs ou des propriétés liées à ce qu'on appelle Trustworthy AI pour les modèles basés sur l'IA. Donc ça, c'est un changement de paradigme par rapport à la prévision classique où on cherche à avoir en fait plutôt des modèles qui par design respectent ce type de propriétés plutôt qu'essayer de les vérifier à la fin. Donc, j'ai donné quelques pistes de recherche. Aujourd'hui, il y a pas mal d'activités de recherche par des académiques et des industriels. Ce qui reste d'actualité est la nécessité d'améliorer les prévisions météo. Et il y a des efforts continus. Il y a une direction assez intéressante par l'utilisation de l'IA qui remplace en fait les modèles classiques météo. Et ça donne des perspectives assez intéressantes pour avoir des prévisions qui sont mises à jour plus fréquemment et des résolutions spatiales et temporelles plus élevées. Ensuite, il y a quelque chose qui est nécessaire d'améliorer les prévisions saisonnières et l'incertitude associée, donc aller plus longtemps dans des horizons plus long terme, de quelques semaines à quelques mois, parce que ça c'est important, par exemple pour les contrats PPA ou d'autres, la gestion de stockage hydro, etc. Ça reste très important d'améliorer les prévisions dans les situations extrêmes, comme par exemple les variations brutes et importantes de la production éolienne, les situations où des conditions météo extrêmes, parce que ces situations, ils ont un impact en fait dans les réseaux. Donc, on peut avoir des modèles qui pour 80% du temps, ils font de bonnes prévisions, mais si pour 10% du temps, les prévisions sont mauvaises, là, l'impact peut annuler en fait les bénéfices qu'on peut avoir pour des périodes longues. C'est important aussi de développer des modèles qui sont capables à gérer des multiples sources de données, parce qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, on a une augmentation des données disponibles. Donc, on peut avoir de multiples prévisions météo ou des données satellites pour les PV ou autres, des données radar pour les éoliens, etc. Et un défi aujourd'hui est que aujourd'hui, ce qu'on observe au niveau ferme éolienne, c'est pas forcément ce qui est drivé par les conditions météo. Il y a souvent des arrêts de turbines à cause de congestion au réseau, de contraintes au réseau, du bruit, des contraintes liées aux oiseaux, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui perturbe les modèles de prévision. Donc, il faut développer des méthodes qui sont capables à prendre en compte ces contraintes externes, en fait, et contextuelles. Voilà, donc, pour résumer, en fait, ce dernier point, pour terminer, quelque chose qui est important est de lier aussi les prévisions avec la manière que les prévisions sont utilisées, avec cette approche de multi-propriétaires, extrême aussi d'attaque, etc., et robuste aux incertitudes. Voilà, et je pense que ici, je vais arrêter. Et toutes ces pistes sont
décrit dans ma présentation, qui je pense que sera partagé. Et je termine ici. Merci pour votre attention. Donc, je suis ouvert aux questions. Claude, tu es mute. Okay. Ah oui, merci beaucoup, Georges, excuse-moi, pour cette présentation claire d'un sujet technique profond, pour l'esprit de synthèse aussi et l'adaptation linguistique, puisque les slides étaient en anglais, tu as présenté en français, bravo, merci. Alors, on a le temps pour rapidement prendre quelques questions. Donc, il y a une première question d'Abderraouf Khalif, qui est chercheur invité au CMA, alors dans le slide 19, je vois que tu as parlé des séries spatio-temporelles, mais lui, sa question, c'est de savoir si les modèles de séries temporelles à seuil ont été appliqués sur ce genre de problématique. Oui, il y a en fait, en réalité, comme j'ai montré ici, dans l'état de l'art, il y a tellement de publications qu'en réalité, tous les modèles qu'on peut imaginer, pratiquement, certainement, il y a au moins une publication sur ce modèle. Donc, il y a effectivement des modèles à seuil. Il y avait, c'est pas mentionné ici, mais par exemple, dans le projet SafeWind, il y avait des modèles de régime switching qui est important pour la production éolienne. Et c'est là où on fait beaucoup d'erreurs. Et quand il y a des changements de régime, et là, il y a des modèles avec des seuils en fait, qui arrivent à détecter les changements de régime et passer d'un modèle à l'autre. Donc, en réalité, c'est une approche de mode de. Il y a aussi des modèles plus extrêmes, comme par exemple des modèles pour prévoir les les moments où on doit arrêter la production éolienne, la ferme, parce que le niveau de vitesse du vent est très élevé, supérieur à 25%, 25 mètres par seconde, par exemple. Et là en réalité, ce qu'on prévoit, c'est seuil, en fait. Donc, c'est ça. Ok, merci. Deuxième question rapidement de Bertrand Kansou. Je vais essayer de aussi. Vision parle beaucoup la force du vent, mais il y a aussi la direction. Donc, lui, il demande si on essaie d'harmoniser un peu le sens de rotation des hélices, des éoliennes, et les problématiques aussi de frottement et de résistance dans ces modèles de prévision. Ça, c'est bon, au niveau des prévisions, c'est-à-dire quand on fait des prévisions pour le lendemain ou à quelques heures ou le lendemain, en fait, les prévisions sont principalement basées sur les conditions qu'on attend des conditions météo, en fait. OK. Ensuite, si par exemple on participe dans un marché de services système et au flexibilité de dire OK, à telle heure, on ne va pas produire toute la production possible, mais on va réduire de 10% les contraintes. Et ça, c'est le service qu'on fournit au système. Pour à certes, à telle heure de réduire de 10%. Là, qui va pour arriver à réduire la production au niveau souhaité. Voilà, donc c'est plus au niveau de réalisation de ce qu'on a promis au marché, par exemple, ou au réseau, qu'on applique ce type de contrôle. D'accord, donc c'est couvert par une marge d'erreur. Donc, il y a une autre question aussi de Moulinier qui demande si vous avez analysé l'écart entre les séries données par Ninja et les observations. Par Ninja, c'est-à-dire? Je vais le laisser lui poser la question lui-même. Alors, J'essaie de voir dans le chat la question. J'ai autorisé son
Bon, il a mis un lien, je pense, que sur ce qu'il appelle Ninja. Je pense que ça va être... oups. Donc, Ninja, non, parce que ce nom est utilisé pour différentes... Il y a un lien dans le chat, oui, qu'il a mis là-dessus. Et, oui, excusez-moi. Très souvent, on utilise pour des prévisions, des séries qui sont données par un site qui s'appelle Renouvelable Ninja. Okay. Et quel est l'écart que vous avez observé entre des productions réelles de champs et les prévisions qui sont données par ce site et qui utilisent des données des satellites météorologiques? Bon, là, on est dans le domaine un peu de la prévision de la production éolienne où les données des satellites ne jouent pas vraiment un rôle. Ça, ce sont des données critiques pour la prévision photovoltaïque. Donc, on utilise des prévisions, dans le domaine de la prévision photovoltaïque, on utilise les données satellites. C'est-à-dire on a évalué des modèles, on n'a pas évalué les modèles dans ces données en fait, qui sont proposées par Ninja, mais dans des contextes similaires où on dispose de données de fermes photovoltaïques ou éoliennes et de prévisions météo, etc. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas donner plus de précision par rapport à les données de ces sites, en fait. OK, merci beaucoup, Georges, et pour ta présentation. Merci pour les questions et pour votre attention. Donc, on a légèrement débordé, mais je pense qu'on va se rattraper. Donc, actuellement, on passe à la deuxième présentation par Johanna Schillinger-Martina, qui est ingénieure de recherche en analyse de cycle de vie à Mines Paris. Elle travaille sur le développement des méthodologies d'évaluation d'impact environnementaux par analyse de cycle de vie appliquées au système énergétique. Ces recherches portent notamment sur la filière éolienne en mer, la filière hydrogène et sur le mix électrique français. Sa présentation s'intitule « Évaluation des impacts environnementaux de l'éolien en mer par analyse de cycle de vie ». Donc, même principe, on a 30 minutes, elle a environ 20 minutes de présentation. Vous posez vos questions dans le chat et après, on va conclure. Donc, c'est à toi, Johanna. Merci. Merci pour l'introduction. Je vais commencer par une petite introduction avec quelques chiffres sur l'éolien en France et quelques notions sur l'analyse de cycle de vie. Et ensuite, je vais présenter des résultats d'analyse de cycle de vie pour l'éolien en mer. Et je vais essayer aussi d'illustrer des questions de recherche qui se posent actuellement dans la communauté. Et enfin, en guise de conclusion, ouverture, je vais présenter quelques exemples sur des résultats d'analyse de cycle de vie hors de la communauté scientifique. Donc, juste quelques chiffres sur l'éolien à la fois terrestre et maritime en France. En 2023, l'éolien a représenté 10% de la production nationale d'électricité en France hexagonale. Et en 2050, RTE prévoit que cela représente entre 25 et 50% de la production, donc avec une forte augmentation. Qu'est-ce que ça implique de capacité? Si on regarde à une plus courte échelle en 2035, les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, on voit ici, c'est les chiffres pour l'éolien terrestre, qu'on va entre 2023 et 2035 quasiment doubler la capacité installée d'éolien et ensuite, après 2050, potentiellement continuer à l'augmenter fortement. Pour l'éolien maritime, en 2023, on avait seulement 3 fermes qui étaient du coup branchées au réseau français, alors qu'en 2035, on attend une puissance installée de 18 gigawatts, donc une installation un rythme d'installation très important pour l'éolien maritime. On peut voir l'installation d'un rythme qui pourrait être soit faible, soit très très important pour la. Maintenant, j'aime bien présenter ça en développement, juste pour se rendre compte que c'est quasiment l'intégralité du littoral de la promenade
par ces projets. Maintenant, quelques mots sur l'analyse de cycle de vie. Donc, ici, je présente la définition de l'analyse de vie. Ça provient de normes. Un outil de méthode d'évaluation des impacts qui est norme. La spécificité de cette méthode, c'est que c'est une méthode multicritère. Ici, on voit qu'on évalue les impacts environnementaux au pluriel. Donc, on n'évalue pas seulement, par exemple, les impacts sur le changement climatique, comme le fait la méthode du bilan carbone, mais de différents impacts environnementaux. C'est une méthode qui est quantitative et qui fournit donc des indicateurs pas seulement qualitatifs, mais quantitatifs. On l'applique pour évaluer les impacts d'un produit ou d'un service. Donc, dans notre cas, aujourd'hui, on va s'intéresser à la production d'électricité. Enfin, c'est une méthode qui a pour objectif d'évaluer les impacts en prenant en compte tous les impacts environnementaux sur tout le cycle de vie du produit ou du service considéré. Et je vais revenir plus tard sur cette notion de cycle de vie pour l'éolien. Juste un petit point d'attention pour l'analyse de cycle de vie, il faut avoir en tête que c'est une méthode parmi d'autres méthodes d'évaluation environnementale en écologie industrielle que les impacts environnementaux évalués par multicritères structurels. Ce n'est pas une méthode qui est exhaustive et qu'elle a forcément des angles morts qu'il ne faut pas oublier quand on analyse les résultats d'analyse de cycle de vie. Je reviens sur les différentes étapes du cycle de vie. Là, je présente les 6 grandes étapes pour une ferme éolienne en mer. Donc, on commence par la fabrication des composants, ensuite le transport de ces composants jusqu'au port proximité du site éolien, l'installation de tous les composants sur la zone maritime, ensuite pour la durée de vie de la ferme, l'opération et de maintenance, et enfin le démantèlement de la ferme et d'analyse pour l'éolien. Moi, j'ai travaillé exclusivement sur l'éolien en mer, mais je vais essayer de faire un parallèle avec l'éolien terrestre aussi. Et vous verrez apparaître quelques questions de recherche dans les blocs en orange. Avant de démarrer, à quoi ça ressemble un parc éolien en mer? On a une partie qui est dédiée à la production, donc avec les éoliennes, les fondations et les câbles interéoliennes, et une partie qui est dédiée à la connexion au réseau, donc avec un poste électrique en mer, des câbles d'export et qui les relie à un poste électrique terrestre. Pour faire une analyse de cycle de vie, on va évaluer tous les flux d'énergie de matière pour tout ce système sur toutes les étapes du cycle de vie que je viens de mentionner. Et donc, on calcule tous ces impacts et environnementaux associés à ces flux. Et on va aussi calculer toute la production d'électricité par kilowattheure d'électricité qui est produite par cette ferme, puis injectée dans le réseau terrestre. Je vais présenter, pour commencer, des résultats sur l'impact, la catégorie d'impact changement climatique ou Global Warming Potential. Là, sur cette slide, je vais présenter uniquement des données qui sont issues de la base empreinte de l'ADEME, qui est une base de données en libre accès fournie par l'ADEME, que je vous invite à consulter si ça vous intéresse. Et donc, qu'est-ce que cette base de données nous dit? Que l'éolien produit 15 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure d'électricité injectée dans le réseau. En noir et en gris des technologies fossiles et toutes les autres barres un peu écrasées, d'autres technologies bas carbone. Alors, en vert, c'est l'éolien. Sans surprise, l'éolien est plus performant que les technologies fossiles sur la catégorie d'impact changement climatique, puisque c'est la motivation du développement de ces énergies, le fait qu'elles soient plutôt bas carbone. On peut aussi comparer l'éolien avec le mix électrique européen
autour de 400 et le mix électrique français autour de 50 grammes de CO2 par kilowattheure, et se rendre compte que l'éolien est aussi du coup moins carboné que les mix français et européens actuels. Sur ces barres qui sont écrasées pour situer l'éolien. Donc on a l'éolien en mer et l'éolien terrestre qui sont, d'après les données de l'ADEME, assez équivalents et qui sont du coup en termes de performance sur les émissions de gaz à effet de serre, changement climatique, plus performants que le photovoltaïque, mais moins performants que l'hydraulique ou en bleu ou le nucléaire en jaune. Ce qu'il faut retenir, donc là, l'ADEME donne un chiffre, 15 grammes. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, pour l'éolien en mer, dans ce qui est publié, l'ordre de grandeur des impacts pour le changement climatique, c'est entre 10 et 20 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Un des sujets de recherche qui nous occupe aujourd'hui, c'est, moi je vous ai dit, l'impact, il est mesuré par kilowattheure d'électricité injectée dans le réseau, mais on pourrait se dire, ah, mais c'est pas très juste de comparer l'éolien avec des technologies, par exemple une centrale à gaz qui produit de l'électricité quand on veut, donc qui est pilotable, alors que l'éolien est météo-dépendant et donc sa production d'énergie est fluctuante. Donc nous, actuellement, on travaille aussi pour évaluer l'impact de l'électricité qui serait pas le kilowattheure injecté dans le réseau, mais plutôt le kilowattheure consommé, avec des forts taux d'éolien dans le réseau pour voir si le stockage affecte beaucoup les performances, la performance en tout cas sur le changement climatique de l'éolien. Dans la suite, je pouvais présenter les résultats d'un cas d'étude avec 60 éoliennes d'environ 10 MW, avec des fondations DigiAcket, donc un peu comme sur cette image, avec les hypothèses qui sont pour la ferme que j'ai écrites ici, et des hypothèses plus spécifiques pour l'analyse de cycle de vie. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des hypothèses qui pourraient être représentatives d'une ferme éolienne française qui serait construite dans les prochaines années, avec l'exception que les fermes éoliennes sont plus, en France actuellement, sont plutôt avec des fondations de type monopieux. Mais bon, ça nous donne en fait une situation qui pourrait être représentative plus ou moins d'une ferme française. Et avant de présenter les résultats, je voudrais juste revenir sur, donner quelques ordres de grandeur. Donc là, j'ai dit que c'était des turbines de 10 MW. Les turbines terrestres actuellement, elles sont plutôt de l'ordre de grandeur de 2-3 MW, alors que là, on passe à une turbine de 10 MW, donc fois 3 à 5 sur la puissance. C'est des gros bébés avec des pales qui font environ 80 mètres. La masse d'une éolienne sans les fondations, c'est 1300 tonnes. Donc voilà, c'est vraiment des objets, enfin des composants très, très impressionnants. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On développe des modèles d'analyse de cycle de vie qui sont paramétrés. Et notre objectif, c'est de comprendre notamment l'influence des valeurs de tous ces paramètres sur les résultats d'impact environnementaux. Est-ce que dans des configurations différentes, nos impacts environnementaux sont beaucoup affectés ou pas en fonction des situations qu'on considère? Je vous présente les résultats de ce cas d'étude. Premier résultat, donc le même que j'ai présenté tout à l'heure, avec le modèle qu'on a développé dans le cadre d'un partenariat aussi avec France Énergie Marine et Roda qui présente juste après. On obtient pour ce cas d'étude 16 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Vous voyez que c'est à peu près équivalent à le chiffre que j'ai annoncé pour l'ADEME de 15 grammes. Maintenant, cet impact-là, j'ai essayé du coup, on l'a réparti tout au long du cycle de vie en fonction des 6 étapes du cycle de vie. Alors, quand je donne un cours, en général, j'essaie de faire deviner quelle est l'étape la plus impactante, mais là, c'est un peu difficile en visio. Donc, je vous donne directement le résultat. On a en bleu ici foncé la phase de fabrication des composants qui contribue majoritairement aux impacts, à peu près la moitié. Et ensuite viennent les phases d'installation et de démantèlement de la ferme. Donc en fait, les consommations de carburant associées à ces activités qui viennent du coup contribuer majoritairement aux impacts, aux émissions de gaz à effet de serre de la ferme. Il faut savoir que sur les étapes
d'installation, d'opérations de maintenance et de démantèlement, donc toutes les opérations en mer qui sont spécifiques à l'éolien terrestre et pas à l'éolien en mer et qu'on ne trouve pas sous la même forme pour l'éolien terrestre. On a assez peu de données, ça dépend beaucoup des sites, des courants, etc. Donc, il y a des travaux de R&D en cours pour essayer d'évaluer les impacts environnementaux de ces phases de façon plus précise. Ensuite, on s'intéresse aussi aux impacts par sous-système. Donc là, je regarde uniquement les impacts de la fabrication des composants pour voir parmi les composants que j'ai présentés tout à l'heure, lesquels contribuent le plus aux impacts. Et il s'avère que les éoliennes en bleu foncé ici et les fondations d'éoliennes contribuent à 85% des impacts de la phase de fabrication, ce qui veut dire que finalement, tous les câbles et le poste électrique en mer contribuent proportionnellement de façon assez limitée aux impacts environnementaux des fermes éoliennes qui sont dominées par les éoliennes et les fondations. Comme je vous l'ai dit, là j'ai présenté des résultats avec une turbine de 10 MW. La première ferme qui a été mise en route en France utilise des turbines de 5 MW. Elle a été mise en route en 2022. Aujourd'hui, il y a une évolution très rapide de la taille des turbines. On parle aujourd'hui de turbines de 15-20 MW. Et donc, nous, on s'intéresse aussi à l'influence de l'augmentation de la taille de la puissance des turbines sur les impacts environnementaux. On essaie d'observer s'il y a un effet d'échelle. Est-ce que plus notre turbine est grande, en fait, plus on réduit les impacts environnementaux par kilowattheure avec un effet d'échelle. On essaie de quantifier ça dans nos modèles. On va ensuite reprendre ce graphe en camembert ici, et en fait, on va juste le mettre sous forme de barre. Donc, toujours pour la catégorie Global Warming Potential, on a du coup 50% de nos impacts sur la phase de manufacturing et le reste en vert et en bleu pour les phases d'installation et de démantèlement. Et on va regarder ce qui se passe pour d'autres catégories d'impacts environnementaux. Donc ici, j'en ai affiché 5. Là, je vous les présente rapidement. On a l'acidification. Ce n'est pas l'acidification des océans, c'est plutôt l'acidification des sols. Peut-être vous avez déjà entendu le terme de pluie acide. C'est l'émission de molécules qui entraîne en fait une diminution du pH des sols. J'affiche aussi la formation de matières particulières. Donc, c'est toutes les particules micrométriques qui sont émises dans l'atmosphère et qui vont plutôt avoir des impacts sur la santé humaine. Le changement climatique, on vient de le voir. L'écotoxicité, ici, l'émission de molécules dans l'eau qui vont avoir du coup des conséquences toxiques pour la biodiversité animale et végétale. Et enfin, une catégorie d'impact sur les ressources, donc qui cherche à évaluer la raréfaction des ressources métal et minérales. Et qu'est-ce qu'on voit rapidement avec ces graphes-là? C'est qu'on a trois grandes catégories, enfin trois typologies de catégories d'impact. La première, où en fait les impacts sont dominés par les phases d'opération en mer, plutôt du coup la consommation de carburant des bateaux qui vont faire les opérations en mer. On a le changement climatique ici, où les impacts sont partagés entre la fabrication et les phases d'installation, opération maintenance et démantèlement. Et on a les deux dernières catégories où la majorité des impacts sont dominés, sont dus à la phase de fabrication. Alors, ce n'est pas surprenant pour la catégorie raréfaction des ressources, puisque c'est au moment où on produit les composants de l'éolienne qu'on vient consommer des ressources métalliques et minérales pour produire ces composants. Et j'ai présenté ces résultats aussi pour mettre en lumière la différence avec l'éolien terrestre, où en fait, pour l'éolien terrestre, la majorité, enfin pour quasiment l'intégralité des catégories d'impact étudiées, c'est la phase de fabrication qui vient contribuer le plus aux impacts, alors que là, quand on considère les impacts environnementaux, pour l'éolien en mer, on doit aussi porter de l'attention à toutes les phases qui impliquent des opérations en mer, pour lesquelles les impacts environnementaux ne sont pas négligeables.
Je voudrais aussi parler de quelques sujets de recherche sur lesquels on travaille. Donc, on essaie d'améliorer les indicateurs d'impact. Donc, typiquement, dans le cadre d'une collaboration également avec France Énergie Marine, on a essayé d'intégrer les collisions d'oiseaux pour avoir des impacts plus représentatifs des dommages créés pour la biodiversité. On essaie d'améliorer les indicateurs d'impact sur les ressources. On travaille aussi au développement de la méthode d'analyse de cycle de vie social qui consiste à intégrer des indicateurs sociaux également sur tout le cycle de vie. Et Roda a co-encadré une thèse avec nous sur ce sujet. Et enfin, plus globalement, bien que l'analyse de cycle de vie soit normée, encadrée par une norme, on essaie, cette norme laisse pas mal de marge de manœuvre et souvent, il y a des recommandations spécifiques qui sont faites par secteur. Donc là, avec d'autres collègues, je coordonne un groupe d'experts internationaux qui vise à fournir des recommandations spécifiques pour appliquer l'analyse de cycle de vie pour le secteur de l'éolien. En guise de conclusion, quelques exemples d'utilisation de la CV hors du champ scientifique. Premièrement, pour les politiques publiques, on voit que la stratégie énergétique française, même européenne, est quand même drivée par les enjeux de décarbonation. Donc nous, on vient fournir des résultats et c'est le plus précis possible sur ces émissions de gaz à effet de serre. Alors les politiques publiques sont très focalisées sur l'impact changement climatique, mais d'autres catégories d'impact sont de plus en plus considérées. On l'a vu notamment avec le développement de l'IPBES sur les impacts pour la biodiversité. On a également les opérateurs publics. En fait, lorsque l'État lance un appel d'offres pour une concession pour l'éolien en mer, on a constaté que dans leurs appels d'offres, ils ont intégré, parmi divers critères de sélection, ils ont intégré un critère sur les émissions de gaz à effet de serre, dont les résultats doivent être issus d'une étude d'analyse de cycle de vie. Alors, les modalités d'intégration de ces critères peuvent questionner, etc. Mais on voit que voilà, l'analyse de cycle de vie permet d'évaluer des impacts qui sont ensuite intégrés dans des appels d'offres. Juste pour information aussi, quand un énergéticien, juste avant que la ferme soit branchée sur le réseau, il y a une obligation réglementaire de fournir une étude d'analyse de cycle de vie à l'ADEME. Et enfin, d'autres exemples d'applications, on a travaillé dessus avec RTE, d'utiliser ces résultats d'analyse de cycle de vie pour concevoir des parcs éoliens moins impactants pour l'environnement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je rappelle juste que l'énergie la moins impactante, c'est aussi celle qu'on ne consomme pas. J'ai présenté uniquement des résultats par kilowattheure, mais il s'agit aussi peut-être de questionner la consommation d'énergie et la quantité de kilowattheure qu'on consomme. C'est aussi très important pour évaluer et réduire les impacts environnementaux. Merci beaucoup. Je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup, Johanna, pour cette présentation d'un aspect très important qui légitime même l'existence de cette approche de l'éolienne. Donc, il y a quelques questions. Bon, il y a une remarque de Moulinier qui disait que les turbines de 10 MW, bon, il y avait mieux, mais ça, tu l'as dit déjà. Hein. Donc, à un moment donné, tu as évoqué que 10 MW, c'était juste ce que tu as pris pour le use case, mais après, tu as dit qu'il y avait mieux. Donc, c'est une réponse à sa question. Il y a une autre question de Fabien Châtelier qui pose la question sur l'impact de l'extraction des matières premières. Bon, là, tu l'as évoqué aussi, hein, à peu près dans le slide 16. J'espère que c'est bon. Peut-être. Est-ce que tu peux me dire la question? Non, il a juste dit quel est l'impact de l'extraction des matières premières. Donc, il me semble que tu l'as abordé dans le slide 16. Hein. Oui, alors je peux peut-être rajouter quelque chose. OK. Sur l'extraction des matières premières, on peut voir deux types d'impact. À la fois, juste le fait d'extraire des ressources, donc c'était la dernière catégorie d'impact que j'ai évoquée, où on vient essayer de quantifier la quantité de ressources qu'on extrait. Alors, c'est là où le fait de recycler ou pas des matériaux peut jouer. Il y a des minières sur site, donc ça va être de l'usage des sols, de l'émission de polluants, qui vont être couverts plus par exemple, on va les voir dans les je sais pas, sur l'écotoxicité par exemple, il me semble que c'était l'écotoxicité, si je reprends cette slide là, voilà,
c'est potentiellement l'extraction, les émissions qui sont liées aux activités minières d'extraction, de transformation, qui vont contribuer à cette, cette catégorie d'impact environnemental et écotoxicité. C'est ça, merci beaucoup. Alors, il y a une autre question de Marie Codet qui demande, qui porte sur la méthode choisie pour l'évaluation d'impact. Donc, elle demande si vous avez utilisé le RESIPE, RECIPE. RECIPE. OK. Alors, c'est Marie de la TV, mais du coup, je l'ai mentionné sur cette slide-là. J'utilise la méthode Environmental Footprint 3.0. Bon, en fait, juste pour les personnes qui ne sont pas expertes, quand on fait un modèle ensuite qui mesure tous les flux d'énergie et de matière, ensuite, ces flux-là, on doit les transformer en impacts environnementaux. Et il y a plusieurs méthodes. Donc moi, j'ai choisi cette méthode parce que c'est une méthode qui est du coup recommandée par l'Union européenne. Mais ça fait partie des sources de variabilité des résultats d'analyse de cycle de vie, le choix de cette méthode. OK. Une autre question de Josiane Popovski qui demande si on prend en compte l'impact sur les modifications des fonds dont partie émergée dans les récifs, le long des caps d'installation de nouvelles espèces et la disparition d'autres. Alors, dans le cadre de ces études-là d'analyse de cycle de vie, ce qu'on pourrait prendre en compte, et moi je ne pense pas que je l'ai prise en compte, c'est le fait qu'on va transformer un usage de sol, alors là un sous-sol marin, donc c'est ce qu'on fait dans le cadre d'une éolienne terrestre. On va dire, on va construire une route, donc la surface de la route, on va installer des fondations d'éoliennes, on va mesurer la surface d'éolienne, et ça va être un usage de sol ou une transformation du sol. Il s'avère que ça fait partie des limites de l'analyse de cycle de vie là pour les fermes éoliennes, qu'on ne l'évalue pas encore pour les fermes éoliennes en mer. Alors en tout cas, moi je ne l'ai pas évalué dans mon modèle, et ce que je mentionnais dans les limites, c'est tous les indicateurs sur la biodiversité. L'analyse de cycle de vie, comme c'est très macro, a du mal à voir les impacts très micro. Et soit on arrive à l'intégrer dans l'analyse de cycle de vie, soit on se dit, OK, c'est un angle mort de résultats issus de l'analyse de cycle de vie, donc je vais les observer par d'autres méthodes d'études d'impact, avec des méthodes d'études d'impact plus localisées. Parfait, merci. Une dernière question du public, c'est de Axel Lafoutrière, doctorante à l'Université de Genève. Donc, les éoliennes, on est dans l'écosystème des oiseaux. Donc, elle demande si l'étude de la collision avec les oiseaux sur l'éolienne en mer est différente avec l'éolienne sur Terre, et quel est l'impact réel, ou c'est quelque chose qui ne compte pas? Je sais. Alors, moi, je n'avais pas du tout suivi les travaux de cette étude. Je ne sais pas si Rhoda, tu sais répondre à cette question, mais sinon, ce que je peux faire, je peux vous envoyer le lien de la publication, parce qu'il y a une publication scientifique qui a été faite. Je vais le mettre dans le chat. OK, ça marche. Merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres questions, on est dans les temps. Donc, on passe maintenant à la troisième et dernière présentation par Rhoda Fofa-Garcia. Rhoda Fofa-Garcia est chercheur en sociologie à France Énergie Maritime. Ses recherches portent sur l'analyse des socio-écosystèmes ainsi que sur les enjeux sociaux, institutionnels et territoriaux de la transition énergétique en mer. Le titre de sa présentation est « Évaluer les enjeux de l'intégration sociale de l'éolien en mer en France ». Donc, même principe, on a 30 minutes pour la présentation et les questions. Merci beaucoup, Claude. Alors oui, merci beaucoup. Je suis chercheur en sociologie et je travaille donc, comme Claude l'a indiqué, sur l'analyse des socio-écosystèmes, c'est-à-dire les interactions entre les systèmes sociaux, les systèmes écologiques, qu'on appelle les socio-écosystèmes, et la manière dont ces interactions évoluent et peuvent être médiées par le biais d'objets technologiques tels que l'éolien en mer. Alors, c'est très bien que j'arrive après Johanna parce qu'elle a posé le cadre de l'ACV environnementale. Là, je vais plutôt vous parler des enjeux d'intégration sociale de l'éolien en mer par le biais de l'ACV social. Alors, l'ACV social, c'est
c'est une approche systématique pour évaluer les aspects socio-économiques d'un projet technologique tout le long de son cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'au décommissioning et la fin de vie des matériaux. Donc, c'est vraiment un outil, un cadre méthodologique qui va permettre de considérer différents contextes géographiques et risques sociaux en lien avec ces contextes géographiques, d'apporter des outils d'aide à la décision, en fait, d'éclairer la décision, que ce soit au niveau des acteurs industriels, que ce soit la décision publique, sur les options en termes de durabilité sociale à privilégier en phase de design des projets, et surtout de permettre de lier en fait l'intégration territoriale avec les différents critères sociaux qui ont été identifiés et les risques sociaux qui sont identifiés par rapport au projet technologique. Alors globalement, par rapport à l'ACV social, les approches peuvent être divisées en deux grands groupes. Les approches de type 1 qui vont plutôt être axées sur la performance sociale ou le risque social au niveau d'une entreprise, sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Et les approches de type 2 au-dessous qui vont être qui visent à inclure les chaînes de cause à effet ou des voies d'impact dans l'analyse de l'ensemble des impacts. Donc, les études en ACV social actuelles développent des approches plutôt hybrides d'évaluation afin de prendre en compte les impacts à la fois du point de vue des différentes parties prenantes, plutôt que de limiter des analyses à des évaluations de performance, et qui serait purement centrée sur l'organisation, la structure qui est prise en compte. Et ces approches hybrides qui visent aussi à intégrer non pas une gamme limitée d'impacts sociaux tels que ce qu'on a le plus souvent l'habitude de voir, la santé humaine, le bien-être des parties prenantes. Alors, l'analyse cycle de vie sociale, la grosse actualité par rapport au cadre méthodologique, c'est l'adoption de la norme ISO dans la normalisation qui a été publiée en octobre 2024 et qui permet de classer la norme ISO en lien avec l'ACV social au même titre que vous avez une norme 1440 pour l'ACV environnementale. Sinon, précédemment, avant l'adoption de cette norme ISO, l'ensemble du cadre de méthodologie reposait principalement sur les guidelines de l'UNEP et qui fournissent un cadre d'analyse pour définir qui sont les parties prenantes, de qui parlons-nous. Quand on parle de parties prenantes, par exemple, de stakeholders, comment mesurer les impacts et ces aspects sociaux sur l'ensemble du cycle de vie, et de quoi parlons-nous, c'est-à-dire l'ensemble des enjeux sociaux et des aspects sociaux tout le long du cycle de vie. Et les guidelines des Nations Unies précisaient aussi qu'il y a une nécessité dans la liste, très extensive liste d'enjeux ou de parties prenantes, il y a une nécessaire adaptation du cadre de l'ACV social en fonction du secteur concerné. C'est dans ce sens qu'on a travaillé avec Joanna notamment sur un projet LIFE-OI entre 2020 et 2023 sur comment adapter le cadre de l'ACV social au secteur spécifique de l'éolien en mer en France. Et ce projet nous a amené à voir aussi que il faut adapter les outils en fonction des différents échelles géographiques du global au local. Alors, c'est dans le cadre d'une thèse que FEM a encadré, j'ai encadré avec Paula Pérez-Lopez. Donc, Jérémy qui a proposé un cadre pour l'évaluation multi-échelle des impacts sociaux en appliquant justement différents outils, que ce soit à l'échelle globale, en prenant en compte des scénarios technologiques pour l'estimation des risques sur la chaîne de valeur, par exemple, et des outils spécifiques à l'échelle locale, aux enjeux qu'on peut évaluer à l'échelle locale, en mettant l'accent sur les cas d'études et la récolte de données spécifiques
à chacun des cas d'étude. Là, j'ai remis en miniature la carte que Joanna vous a montée en grand tout à l'heure sur l'ensemble des parcs qui sont développés en France. Et on part de cette approche pour montrer l'ensemble des exemples en fait d'indicateurs d'impact sociaux qui peuvent être appliqués à l'éolien offshore. Là, j'ai sélectionné uniquement l'échelle locale et la catégorie d'acteurs, communauté locale, consommateurs, chaîne de valeur et travailleurs. Sur cette catégorie, on subdivise encore en sous-catégories d'impact. Et sur local communities, on peut avoir on peut développer un certain nombre d'indicateurs, mais pour cela, on a besoin d'avoir plus de recherches sur les sites de projets éoliens en mer pour renforcer en fait l'évaluation des indicateurs qui peut être proposée dans le cadre de l'évaluation des impacts à l'échelle locale. C'est donc la raison pour laquelle je vous amène vers un impact potentiel de l'éolien en mer qui est le tourisme, l'impact sur les activités touristiques littorales. On a réalisé une étude dans le cadre de l'Observatoire des impacts socio-économiques de l'éolien en mer qui vise à mettre en place un suivi méthodologique et récolter des analyses très site-spécifiques sur un certain nombre de compartiments socio-écosystémiques. Là, je vous présente comment la méthodologie a été déployée sur les interactions entre éolien en mer et tourisme et comment elle peut nourrir dans une boucle l'évaluation telle qu'elle est faite dans le cadre de la CV sociale. Là, sur la gauche, vous avez une photo de l'éolienne Semreve. Et plutôt sur la droite, ça c'est le parc éolien en mer de Saint-Nazaire qui montre, voilà, on voit un peu de loin comment on peut se projeter dans le paysage de ces territoires. Alors, les approches pour étudier les impacts de l'éolien en mer sur le tourisme sont nombreuses. Il y a des approches qui vont mettre l'accent sur le comportement des touristes, comportement parfois d'aversion ou d'attraction. D'autres qui vont essayer de comprendre l'impact sur les activités récréatives. On a aussi toute une littérature autour des perceptions et enfin sur le développement du tourisme local et les stratégies, comment elles peuvent évoluer en lien avec l'arrivée de l'éolien en mer. Mais il se trouve que la plupart des études qu'on retrouve dans l'état de l'art se concentrent sur la première catégorie, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre comment ces comportements de touristes évoluent dans le temps et dans l'espace avec des variabilités fortes suivant les pays. Les impacts peuvent être bénins ou plutôt positifs ou encore négatifs, sachant que ces évolutions ne sont pas statiques. Donc ce sont des comportements ou des attitudes qui évoluent dans le temps. Nous avons mis en place pour réaliser cette étude en France une méthodologie qui est basée sur une approche comparative entre plusieurs sites et qui part vraiment de données empiriques locales. Et elle met aussi en avant l'approche méthodologique, la participation des acteurs, c'est-à-dire qu'on prend en compte le point de vue des parties prenantes qui conçoivent, qui produisent et qui mettent à disposition une offre touristique. Pour cela, donc, on se base principalement sur trois grands sets méthodologiques. Le premier, en lien avec l'analyse des dynamiques autour des activités récréatives, qui va viser plutôt une typologie, une spatialisation de ces activités. La deuxième, sur les perceptions, on va déployer des enquêtes qualitatives autour de tous les acteurs qui proposent une offre
une offre de tourisme. Et enfin, des interviews également avec plutôt des officiels, des institutions, des représentants locaux du tourisme qui vont, par exemple, les offices de tourisme qui ont une vision beaucoup plus large de comment le tourisme se développe, sur la manière dont le tourisme se développe dans leur région et les axes stratégiques qu'ils mettent en avant. Voilà, les parcs en développement. La nouveauté sur cette figure, c'est le parc en Méditerranée de Leucate pour lequel la construction est terminée. Et donc, sur l'ensemble de ces parcs, on a considéré 3 cas d'études sur 3 des 4 façades maritimes méditerranéennes de l'Hexagone. Le premier cas d'étude, celui de Courseulles-sur-Mer dans le Calvados, le deuxième, celui de Saint-Nazaire, et le troisième, à Leucate, en Méditerranée. Pour présenter rapidement ces territoires, le tourisme à Saint-Nazaire, on appelle aussi le parc éolien en mer de Banque de Guérande, est une zone marquée par une forte hétérogénéité d'habitats, de paysages, avec 3 grandes principales activités touristiques qui sont la pêche récréative, la voile, la randonnée et aussi l'observation du paysage. À Courseulles-sur-Mer, le parc éolien en mer du Calvados, là, ce cas d'étude est situé dans la Manche, en face des plages, enfin, à proximité et dans le contexte des plages du débarquement. Donc, vraiment, en lien avec, il y a un tourisme qui s'est beaucoup développé en lien avec la Seconde Guerre mondiale. On appelle le tourisme de mémoire. Et donc, les activités principales touristiques vont être autour de ce tourisme de mémoire ou d'héritage de la Deuxième Guerre mondiale. Et enfin, en Méditerranée, ce cas d'étude dans le golfe du Lion est marqué par du tourisme qui se déroule dans des conditions de fort vent, très idéal pour les destinations de kitesurf, par exemple. On a vu avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 qu'il y a un site d'entraînement officiel qui avait été désigné à cet endroit, justement en raison de ces conditions de vent favorables. Alors, je vous fais l'économie des enquêtes qu'on a réalisées sur chaque site d'études. On a conduit des interviews avec des prestataires privés et des acteurs publics institutionnels. Et l'objectif était d'obtenir de l'information empirique, de définir des destinations touristiques et de mieux comprendre les impacts potentiels que pourrait avoir l'éolien en mer sur ces activités. Alors, en termes de résultats, pour comparer entre différentes activités pratiquées sur nos cas d'études et pour mieux identifier les potentiels impacts, on a développé une typologie des activités récréatives. Et cette typologie fait la différence entre les activités qui utilisent la mer comme un médium, tout comme des activités telles que la pêche ou le nautisme, et les activités qui, en revanche, vont utiliser la mer principalement comme une toile de fond, comme tout ce qui sera autour des balades pédestres, des activités culturelles sur le littoral. Et sur cette base, nous avons fait une différence entre les activités de pêche qui vont extraire des ressources de l'environnement, de l'écosystème, et qui auront une relation plutôt particulière avec la mer, parce qu'elles utilisent ou qu'elles n'utilisent pas un type d'engin, des engins en particulier, et d'autre part des activités culturelles ou des activités en lien avec le patrimoine historique, comme des visites de musées. Alors, cette typologie nous a permis ensuite d'identifier des caractéristiques spécifiques pour chacun des cas d'études en termes d'activités récréationnelles, comme vous pouvez le voir sur cette slide. Et la typologie, ensuite,
montre comment les parcs éoliens en mer peuvent affecter des aspects particuliers du tourisme sur chaque site. Par exemple, les activités extractives, comme la pêche, peuvent être affectées par des changements dans l'écosystème ou alors dans les courants qui sont générés qui pourraient potentiellement être générés par les parcs éoliens en mer et qui pourraient indirectement affecter les ressources les ressources qui sont pêchées. Et en second lieu, il y a aussi des activités qui utilisent des outils, des engins, pardon, et qui vont avec une aide pratique qui peut aller au-delà du rétro-littoral et qui pourrait être affectée par des changements ou des reports de zones de pratique en lien avec l'emprise spatiale d'un parc éolien en mer. Alors, au-delà de la typologie qu'on a réalisée, on a aussi synthétisé l'ensemble de l'évaluation des perceptions, des impacts de l'éolien en mer sur différents items. Alors, sur cette échelle, on a placé une évaluation qui part de -10 à 10 et qui est basée sur la perception des acteurs qu'on a rencontrés. Et -10 étant une perception fortement négative et +10 une perception fortement positive. Le premier aspect qu'on a analysé concerne le paysage. On a observé une différence dans nos résultats entre les sites avec une prédominante, avec des résultats qui sont principalement en lien avec une perception négative des impacts dans la zone atlantique, c'est-à-dire Courseulles sur les parcs de Courseulles-sur-Mer et bancs de Guérande, et une perception des impacts plutôt une perception bénigne, voire des impacts en lien avec les paysages, en tout cas, sur le cas de la Méditerranée. Ensuite, on a mis l'accent sur la manière dont les parties prenantes évaluent l'impact des parcs éoliens en mer sur leurs propres activités. Et là, on met en évidence ici, également comme dans le premier cas, des perceptions négatives dans la Manche et plutôt qui peut être potentiellement positive en Méditerranée. La troisième catégorie d'impact, c'est sur les principales activités touristiques, cette fois sur le territoire. On quitte l'échelle du prestataire proprement dit pour l'échelle plus globale du territoire d'un office de tourisme, par exemple. Et là encore, on voit une différence avec des impacts légèrement négatifs pour la zone atlantique et plutôt positifs à l'EUCAT. Et l'un des derniers items, c'est l'attractivité du territoire, qu'on voit ici, qui met en avant le fait que les parties prenantes qu'on a rencontrées pensent que le lien en mer, en tout cas, peut être source d'attractivité pour une certaine catégorie de touristes. Et enfin, sur l'image du territoire, cette dernière question est en lien avec la connaissance en fait locale sur la manière dont on peut être perçu à l'extérieur parce que le territoire accueille un parc éolien en mer, avec parfois des parties prenantes, des acteurs qui peuvent trouver des opportunités, en tout cas de faire parler du territoire avec les effets de buzz ou alors le fait que ce buzz, qu'il soit vécu positivement ou négativement, on a quand même des différences dans la manière dont c'est perçu par les parties prenantes.
Pour résumer cette section sur les perceptions sociales, on voit vraiment qu'il y a des résultats contrastés suivant les sites d'études, ce qui renforce aussi le besoin d'avoir des résultats ou des études qui sont menées par sites d'études avant de penser à faire des conclusions sur un impact sur une catégorie de parties prenantes. Avec pas beaucoup de changements significatifs en fait observés entre le parc de Guérande et le parc du Calvados. En termes sur le Leucate, on a un territoire qui est déjà pas mal occupé en fait d'un point de vue du point de vue de développement de l'éolien terrestre et que ça peut être une hypothèse qui explique l'accueil plutôt favorable des éoliennes à Leucate. Étant donné que à Leucate, je le précise maintenant, on est sur un parc pilote de 3 éoliennes. Le premier pilote flottant en France, tandis qu'en Méditerranée, en Atlantique et dans la Manche, on est sur des parcs commerciaux qui ont des emprises spatiales ou alors visuelles potentiellement plus importantes. Et le troisième aspect que j'aimerais mettre en évidence, c'est l'émergence. C'était l'une des hypothèses qu'on a posées au départ de cette recherche, c'est de savoir s'il émerge un tourisme de l'éolien en mer et sous quelle forme ce tourisme se développe. On a mis en évidence la création, par exemple, du premier centre éolien en mer, du premier centre du musée dédié à l'éolien en mer dans la zone de Saint-Nazaire et un ensemble d'activités de tours opérateurs qui se développent autour de parcs éoliens pour visiter les parcs éoliens en mer et avec une première, en enquêtant auprès des prestataires, une première année, en tout cas, pour Saint-Nazaire, qui a été plutôt très positive pour ces prestataires touristiques. Et enfin, quelque chose d'un peu moins visible, mais qui peut aussi participer à la manière dont on perçoit et au développement du tourisme sur les territoires, c'est le fait que certains développeurs de parcs éoliens en mer vont financer des événements locaux sportifs. Là, je mets l'exemple du Mondial du vin, et qui vont et financer aussi la restauration de musées. Ce sont finalement des manifestations plutôt indirectes de l'impact que peut avoir que le tourisme sur le développement, que peut avoir l'éolien en mer sur le développement du tourisme local. Étant donné que quand on parle d'ACV, finalement, quand on parle d'ACV, on veut évaluer les impacts sociaux sur certaines catégories de parties prenantes et sous-catégories de parties prenantes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Dans ce type d'études qui permettent d'avoir une vision très locale et par site et par enjeu, voilà, permet d'alimenter les analyses d'ACV sociales. Nous avons développé ici une méthode consolidée, en fait, pour mettre en place, pour suivre les évolutions de ces impacts et des perceptions, avec les résultats que je vous ai présentés aujourd'hui sont basés sur des enquêtes qui ont été réalisées en 2023 et qui ont été dupliquées toute cette année 2025 sur les mêmes territoires en essayant de rencontrer les mêmes acteurs et de voir comment les perceptions ont évolué et s'il y a de nouvelles offres touristiques qui sont apparues depuis notre dernier passage. En termes de perspective, au-delà du tourisme, on voit aussi que les enjeux peuvent être très interconnectés. Je vous ai parlé des enjeux autour du paysage, les enjeux en lien avec la pêche, ce qui appelle aussi le besoin d'avoir une vision des enjeux cumulés, qu'ils soient à différentes échelles du cycle de vie, enjeux cumulés qu'ils soient socio-économiques ou environnementaux.
Et c'est c'est l'un des objectifs d'un projet européen que France Énergie Marine va coordonner, qui s'appelle Compass, pour Comprehensive Offshore Management Platform for Assessing Sustainability, qui vise à construire une plateforme open source, user-friendly, qui est pour évaluer d'un point de vue holistique les impacts à la fois économiques, sociaux et environnementaux, et basé sur les méthodologies de LCA, d'ACV, mais pas uniquement. Là, on a vu comment les sciences sociales peuvent nourrir ces évaluations d'impact sociaux. Et la plateforme va aussi produire ce sera un outil d'aide à la décision adaptative qui prend en compte plusieurs scénarios technologiques, que ce soit sur l'éolien fixe, l'éolien flottant, et les connexions, des scénarios de connexion électrique qui peuvent être très différenciés suivant les pays et les bassins maritimes. C'est tout pour moi, merci. Et est-ce que vous avez des questions? Je suis disponible. Alors, merci beaucoup, Rhoda, pour cette présentation très intéressante d'un aspect social de l'éolien en mer. C'est important parce qu'aujourd'hui, les peuples s'approprient les questions environnementales et du coup, leur voix compte dans toutes les activités qui ont un impact environnemental direct ou indirect. Donc, là, on a deux questions. Bon, déjà, je pose rapidement aussi une question que moi j'avais. Les enquêtes que tu as effectuées sont des enquêtes, on va dire, a posteriori, c'est-à-dire quand les installations sont déjà là et fonctionnent. Est-ce qu'il y a des enquêtes a priori qui sont parfois faites avant de décider si on installe un parc éolien en mer ou pas? Alors, merci, c'est une très bonne question. L'objectif de la méthodologie, c'était de déployer des enquêtes pré-construction et post-construction. C'est l'une des raisons pour lesquelles, parmi les parcs en déploiement en France, mon collègue Yoann Bolaz et moi avons choisi Courseulles-sur-Mer. Et au moment où on a démarré les enquêtes, également, le 4 n'était pas encore, le parc éolien flottant et pilote de l'E4 n'était pas encore construit. Là, les 3 éoliennes à l'E4 sont installées. Donc, en dupliquant le terrain en 2025, on a pu récolter de la nouvelle donnée avec le parc installé à l'E4. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment, en fonction de l'étape du cycle de vie dans laquelle on se trouve à l'échelle locale, pour ce qui est de l'échelle locale, comment les perceptions et les interactions entre éolien en mer et tourisme peuvent évoluer. Évoluer, c'est ça, très bien. Merci beaucoup. Donc là, il y a deux questions là pour rebondir sur le 4 là. Donc c'est la deuxième question, mais je la pose avant parce que tu as parlé de 4. Donc il y a quelqu'un qui dit, c'est Jérôme Ribiot, qui dit le fait que le champ de l'E4 n'était pas installé lors de cette étude et celui de Calvados n'est pas encore construit et donc pas visible. Alors ça craint-il d'influencer les résultats par rapport à celui du banc de Guérande qui est en opération depuis 2 ans? Alors pensez-vous refaire ces études-là quand tous ces parcs seront construits et en opération? Il y a deux façons de répondre à cette question. La première, c'est que la fin de construction et la mise en opération du parc, c'est un peu la face immergée de l'iceberg en ce qui concerne la prise en compte des enjeux locaux et la manière dont les parties prenantes, le territoire se projette dans le déploiement de l'éolien en mer. Donc, à partir d'entre le moment où le projet est planifié, et d'ailleurs, on a eu tout un débat entre 2023 et 2024, la mer en débat en France, pour statuer sur la planification des futures zones de parcs éoliens en mer en France. À partir de ce moment, on commence déjà à s'intéresser aux enjeux locaux tels qu'ils s'expriment sur les territoires et par les territoires. Donc, vous avez tous ces phases de débat public où les gens expriment leurs craintes, ou posent des questions, on essaie, ou en tout cas l'intégration territoriale, socio-territoriale se fait déjà à ce moment-là, et donc on peut capter des perceptions déjà pendant ces phases-là, pré-construction. La deuxième chose, c'est que
l'Observatoire éolien des impacts socio-économiques de l'éolien en mer, qui est un observatoire national. Hein. On se déploie sur un déploiement multisite. Là, je vous ai présenté uniquement les travaux que Johan Bolaz et moi réalisons sur le tourisme, mais vous pouvez aller voir sur le site Éole en mer, eolenmer.fr, l'ensemble du scope de cet observatoire qui va être à la fois spécifique sur les impacts sur les pêcheries, sur le paysage en particulier, sur la fiscalité, sur l'immobilier, etc. Donc voilà, il y a plusieurs aspects comme ça qui sont abordés. Et l'enjeu, c'est de pouvoir mettre en place des méthodologies de suivi à moyen et à long terme. Donc, oui, dans l'idéal, reproduire cette étude voilà, dans l'avenir. Parfait, merci. Une dernière question du public avant qu'on passe à la dernière étape de Bertrand Kamsou. Donc, elle suit à peu près les questions qu'on s'est posées là, c'est-à-dire qu'en cas d'hostilité, est-ce qu'on peut craindre des actions de sabotage, de propagande, en fait, qui peuvent nuire à l'activité de l'éolien ou même de tout ce qui est autour? Je pense que l'ensemble des parties prenantes sur les territoires travaillent à la concertation avec les acteurs locaux. Pour ce qui est des aspects de sabotage, là, on passe plutôt dans un cadre juridictionnel que, voilà, c'est un autre domaine. Mais globalement, les concertations sont faites de sorte que les parties prenantes les plus importantes ou alors les plus potentiellement impactées par le parc éolien, que ce soit en termes de revenus, que ce soit en termes d'occupation de l'espace ou même en termes de modification du champ visuel et de la qualité des paysages. Il y a tout un set de concertations avec des mécanismes qui sont mis en place pour aborder et répondre à ces enjeux. Parfait, merci beaucoup. Donc là, il y a des remerciements aussi, appréciation de ta présentation comme celle de Kadiri de NJ. Donc merci beaucoup Roda, merci beaucoup à tous. Donc là, on va maintenant se retrouver. Les 3 personnes qui ont présenté vont être à votre disposition pour la dernière partie qui va durer 30 minutes, où on va essayer, comme j'ai dit en tout début, avoir un regard croisé sur les 3 présentations. Donc vous pouvez continuer à poser vos questions sur le chat. Je vais les transmettre aux différents intervenants. Et voilà, donc on rentre dans la dernière phase, questions-réponses 30 minutes. Alors, moi, j'ai une question pour toi, Georges. Dans le graphique que tu as présenté des publications, j'étais surpris de voir que de 85 à 2003, il n'y avait rien. Et tout à coup, en 2003, hop, on se réveille. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le nombre de publications suit un peu l'évolution de l'éolien qui a commencé principalement dans certains pays, un nombre de pays limité, au Danemark, Allemagne, Espagne. Donc, c'est les pays qui ont détecté, disons, l'intérêt de développer des modèles de prévision assez rapidement parce qu'il y avait cette demande de la part des gestionnaires de réseaux, etc. Ensuite, voilà, donc il y avait ces premiers travaux entre 85 et 2002. Et ensuite, entre 2002 et 2012, en fait, pratiquement toute la production scientifique, c'était fait par les 3 projets que nous avons coordonnés, en fait, Anemos Plus, Anemos et SafeWind, où dans les 3 projets, c'était pour la prévision éolienne seulement, pas photovoltaïque. Les photovoltaïques n'avaient pas commencé à l'époque. Les photovoltaïques ont commencé beaucoup plus tard. Et c'était... les 3 projets sont produits à peu près 240 publications, des journaux et des conférences, en fait. Et c'était, à cette époque, c'était un peu la technologie européenne qui a dominé. Et après 2012, il y avait d'autres pays, d'autres organismes de recherche qui ont commencé à s'intéresser. Et voilà, c'est pour ça que, en fait, il y a aussi ces dernières années, il y a plus pas mal de développement au niveau IA,
certaine facilité d'appliquer des différents modèles qui existent, etc. Donc, voilà. OK. Donc, il y a eu véritablement ce réveil-là dû à ces raisons-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne vois pas d'autres questions. Mais j'ai une question pour tous les trois, mais si tu peux répondre. Là, dans tes prévisions, tu parlais beaucoup comme si la production d'énergie éolienne devait quasiment être immédiatement consommée, c'est-à-dire que la production devait se calquer sur les prévisions même de la demande. Est-ce exactement le cas? Est-ce qu'on peut stocker cette énergie-là électrique? Ou alors on a vraiment envie que ce qu'on produit soit directement ce qui est consommé? Bah, c'est pas une particularité de la production éolienne. Hein. Oui. C'est toute énergie toute électricité qui est produite doit être consommée à l'instant. C'est pour ça que la mission de RTE, c'est de faire à chaque instant de faire l'équilibre offre-demande en fait. Donc produire ce qui, par les moyens de production contrôlables, produire ce qui est nécessaire. Et pour les autres voilà, et s'adapter aux moyens de production non contrôlables. Aujourd'hui, les moyens de stockage grande échelle, c'est par exemple l'hydraulique, etc. Et effectivement, il y a le stockage électrochimique de batteries qui se développent, surtout sur les systèmes, dans le cadre des systèmes insulaires, par exemple des appels d'offres commerciales pour développer des systèmes hybrides éoliens stockage, éoliens photovoltaïques stockage pour les îles, les dom-tom. Et là, ce qui est demandé dans ce type de projets, qui sont des projets industriels, est d'avoir un niveau de production qui est prédéfini, en fait, contrôlé, et qui ne dépend pas seulement des prévisions, des conditions météo, mais utiliser le stockage pour fournir un profil de production qui est comment dire, annoncé la veille pour le lendemain. Voilà. Et à grande échelle, il y a des possibilités de stockage, mais pas autant de stockage pour comment dire, stocker à tout instant, à tous les excès de production éolienne photovoltaïque. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des distorsions. Par exemple, le photovoltaïque, quand il y a midi, il y a beaucoup de production. Les producteurs, ils préfèrent d'arrêter les centrales photovoltaïques. Et là, on observe aussi des prix négatifs dans le marché de l'électricité, ou une direction dans le cadre de la transition énergétique, d'aller vers les systèmes multi-énergie, c'est-à-dire faire du couplage de différents vecteurs, Power-to-X, mobilité, électrification des usages, dans l'objectif d'avoir plus de flexibilité et aussi plus des options pour optimiser l'utilisation des énergies, de la production renouvelable. Ok, merci. Si je peux rajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Dans les scénarios de RTE, les scénarios prospectifs à l'échelle 2050-2060, du coup, RTE fait des hypothèses à la fois de moyens de flexibilité de la consommation. On va décaler la consommation à un certain moment, mais après, en fonction du taux de renouvelables, photovoltaïque et éolien dans le réseau, on appelle à différentes technologies qui permettent de stocker de l'électricité puis de le réinjecter dans le réseau. Quand il n'y a pas beaucoup de renouvelables, RTE fait appel à juste du pump storage, donc les pompages hydrauliques et aux véhicules électriques qui peuvent aussi décharger dans le réseau en retour de façon ponctuelle. Et après, quand il y a beaucoup de renouvelables, ils font appel à des batteries stationnaires et à une chaîne power to hydrogen to power pour équilibrer le réseau. Voilà. Donc nous, on a aussi étudié comment, parce que quand on met beaucoup d'éolien et de photovoltaïque, la quantité de stockage augmente beaucoup et donc ça a une influence sur les impacts environnementaux. Ça augmente un peu les impacts environnementaux, en tout cas sur le changement climatique. Ça double pas les impacts, mais ça les augmente d'environ 15%. Donc c'est pas négligeable, mais c'est plutôt une augmentation de second ordre. Merci beaucoup. Mais comment est-ce parce que la demande en électricité ne cible pas l'éolien ou le photovoltaïque, enfin,
une production particulière. Donc, comment est-ce qu'on part des prévisions de demande en électricité pour extraire celle qui viendra de l'éolien? Alors, pour moi, ça, c'est le travail peut-être de Georges ou de RTE. Eux font des prévisions à l'échelle du réseau. La difficulté, c'est que, en tout cas, l'équilibrage, il est fait à l'échelle du réseau national. Et donc, avec des personnes expertes qui font ça. Et donc, l'idée, c'était juste de dire, OK, dans des scénarios, RTE a simulé plusieurs scénarios avec une très bonne expertise. Je leur fais confiance pour équilibrer l'offre et la demande. Et donc, peut-être que Georges, tu connais mieux que moi les algorithmes qu'il y a derrière, mais RTE fait des tests en temps réel avec des conditions météo différentes pour que le réseau puisse à tout moment équilibrer l'offre et la demande. Il y a aussi des hypothèses qui sont faites sur la demande de consommation. Et ensuite, nous, on considère juste que le stockage, il est à l'échelle du réseau. Donc, sauf que quand on est dans le scénario où il y a 100% de renouvelables, enfin, le scénario fourni par RTE, il y a 88% de éolien et photovoltaïque. Donc on peut et le reste c'est globalement de l'hydraulique et un peu de biomasse, je crois. Mais on peut à ce moment-là tout le stockage, on peut potentiellement l'allouer à l'éolien et le photovoltaïque puisqu'ils sont majoritaires dans ce scénario-là. D'accord. Tu voulais compléter, Georges? Oui, bon, certainement un des enjeux de l'intégration massive des énergies renouvelables dans les réseaux et aujourd'hui, bon, ça implique un changement de paradigme, c'est-à-dire on ne peut pas considérer la consommation comme dans le passé, en fait. Avant, c'était la consommation et la production s'adaptaient à la consommation. Aujourd'hui, la direction est que la consommation doit, en partie au moins, s'adapter aussi à la production. Donc, au niveau opérationnel, les gestionnaires des réseaux, des transports, de distribution font des prévisions. Ils détectent, par exemple, s'il y aura trop de production photovoltaïque au réseau qui ne pourra pas être acheminée correctement. Et là, ils mettent en place, il y a des mécanismes, différents modèles pour influencer la demande. Donc, ça peut être Bon, ça se traduit souvent par un envoi de signaux aux consommateurs qui peut être des signaux indirects, comme par exemple des messages comme on a vu dans le passé par RTE, demain il y aura une vague de chaleur, donc il faut réduire la consommation. Donc c'est ce type de message qui s'appelle du message de nudging, mais qu'on ne peut pas forcément anticiper qui va réagir à ces messages et quantifier en fait comment la demande va s'adapter. Et après, il y a des méthodes de l'autre extrême, des méthodes de maîtrise de la demande active où le réseau ou un agrégateur peut avoir accès direct à des automates pour déplacer, par exemple, une partie de la consommation des foyers ou des collectivités à d'autres moments où il n'y a pas de contraintes. D'accord. Alors, merci. Une question de Philippe Leroy qui demande s'il existe des ACV dans les pays ayant des parcs éoliens en mer depuis plusieurs années. Oui. Alors, Philippe, j'ai activé votre micro si jamais vous voulez préciser la question parce que ce n'est pas forcément clair pour moi. Moi, oui, par exemple en Angleterre, au Royaume-Uni, l'éolien s'est développé en mer, s'est développé 10 ans avant la France. Il y a des études, mais la grosse difficulté pour le secteur éolien, c'est que c'est un secteur qui est avec des gros acteurs, il y a quelques fermes, c'est très concurrentiel et en fait c'est très difficile d'anonymiser les données, il y a beaucoup de confidentialité sur les données de quantité de matière des turbines, les quantités de carburant utilisés. Donc en fait, il y a des études académiques qui ont été publiées avec des turbines de référence qui sont fournies par des gros instituts de recherche qui travaillent sur l'éolien. Mais il y a des difficultés parce qu'il y a peu de données industrielles qui sont publiques. L'ADEME en dispose, mais puisqu'elle dispose des études qui ont été faites par les industriels, mais ces études ne sont pas publiques. Voilà, donc c'est une difficulté en tout cas sur l'ACV dans l'éolien en mer qu'on rencontre en ce moment, c'est voilà, la confidentialité des données.
Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais si vous voulez préciser, j'ai activé votre micro. Et si Alors, je il y a peux compléter sur l'ACV social, le cadre méthodologique est encore plus récent que celui de l'ACV environnemental. On a une norme qui a été publiée il y a 1 an à peine. Et avant cela, le cadre méthodologique reposait sur les recommandations de 2020. Donc, le cadre est assez nouveau. Il n'y a pas beaucoup d'études en ACV social, même dans les pays comme le Danemark ou le Royaume-Uni, où le développement de l'éolien en mer est beaucoup plus longtemps que celui qu'on a en France. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a une question de Bertrand quand il parle de fake shaking. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que l'un de vous sait ce que c'est? Alors, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Il a mis le commentaire au moment où Georges, tu parlais de la flexibilité de la consommation. D'accord, ok. Je ne sais pas si... Alors, en attendant qu'il y ait d'autres questions, j'avais une question. Alors, moi, quand je regarde, je vois que l'éolien en mer pollue légèrement plus que ceux qui sont installés sur Terre, si je ne me trompe pas. Hein. Ça pourrait même être un peu plus coûteux, mais finalement, quel est son intérêt? Les installations en mer plutôt que sur Terre, c'est quoi l'intérêt? Je réponds du coup, je commence. C'est qu'il y a plus de vent, donc même si c'est plus coûteux, tu vas produire plus d'énergie. Donc c'est un peu la même logique que sur les impacts environnementaux en fait. Le facteur de charge de l'éolien sur Terre, on va dire, c'est autour de 25%, et l'éolien en mer, c'est je sais pas, entre 40 et 45%. Georges, tu sauras mieux que moi. Donc en fait, d'un point de vue économique, on a cette même logique de oui, ça va coûter plus cher, mais on va produire plus. Et après, il y a aussi la disponibilité des espaces qui est limitée sur Terre et qui offre des nouveaux espaces. Peut-être que Rhoda et Georges veulent compléter. Oui, c'est aussi l'acceptabilité publique qui est aujourd'hui très diminuée par rapport au passé, il y a quelques années, parce que en réalité, les machines sont de plus en plus grandes. Donc, il y a beaucoup plus de réactivité publique au niveau onshore pour développer de nouvelles installations. Donc, en fait, le développement onshore, vu de la limitation de l'espace, etc., se limite souvent à ce qu'on appelle repowering, c'est-à-dire utiliser les espaces existants pour remplacer les machines qui sont petites, soit parce qu'ils sont installées il y a 20 ans et sont à leur fin de vie, ou plus récentes, mais qui ne sont pas si performantes que les nouvelles machines. Mais généralement, il y a beaucoup de difficultés d'avoir des gros projets qui permettraient d'arriver aux objectifs de décarbonation et d'intégration des ENR pour 2005, pour les années à venir, en onshore en fait. Et pour compléter, l'éolien en mer, c'est une promesse technologique d'avoir accès à des ressources auxquelles on n'avait pas accès compte tenu de la maturité technologique des composantes qui composent la ferme éolienne. Et en termes d'activité, il faut savoir que la mer aussi, c'est un espace qui est partagé. En tout cas, en ce qui concerne la zone économique exclusive, l'État est souverain sur cette zone, mais il y a un certain nombre d'activités en mer qui s'y déroulent déjà, le transport maritime, la pêche, un certain nombre d'activités récréatives telles que je les ai citées dans la présentation. Donc, il faut aussi composer en fonction du type de technologie qu'on installe, que ce soit du posé ou du flottant, avec ces activités maritimes. Mais oui, la promesse technologique, c'est d'avoir beaucoup plus de pouvoir exploiter une ressource qui jusqu'ici était hors de portée technologique. Parfait, merci beaucoup. Alors, il y a une question de Kadiri que je vais formuler et compléter. Donc, elle demande quelle est la durée de vie d'un éolien, et j'aimerais rajouter en disant qu'est-ce qui fait qu'il faut s'en passer à un moment donné. Je parle d'une installation particulière. Hein. Quelle est sa durée de vie, c'est sa question. Et la mienne, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est en fin de vie
d'une installation particulière, quelle est la partie qui fait qu'on doit tout arrêter et remplacer ou annuler techniquement? Tu veux y aller, Georges ou... Oui, tu peux y aller, Johanna. Je pense que bon, c'est analyse de cycle de vie. Oui, ok. Roda, tu me complètes si besoin. Nous, quand on considère des durées de vie de centrales de 20, 25 ou 30 ans, puisque c'est les durées de vie qu'on observe aujourd'hui sur les parcs éoliens terrestres. Aujourd'hui, on est en train de démanteler les premiers parcs éoliens, je pense, terrestres. Je pense pas qu'il y ait encore des parcs éoliens en mer qui aient été démantelés, donc c'est des hypothèses. Et sur qu'est-ce qui justifie la fin de vie, là peut-être que vous pourrez compléter, c'est la détérioration mécanique à la fois et peut-être électronique des composants qui fait que ces composants ils vont se détériorer, aussi l'efficacité va diminuer et donc on va devoir changer alors soit on arrête la ferme, soit on réinstalle des nouvelles éoliennes à la place. Je pense que la question était aussi sur qu'est-ce qu'on fait avec la ferme après la fin, une question de recyclage ou non? Ah, c'est ça de la question, Claude? Oui, je pense qu'il y avait cette question aussi, non? Ok, bon. Alors, du coup, les composants en eux-mêmes, leur fin de vie, soit on les recycle pour faire, alors pas forcément des éoliennes, mais d'autres types de matériaux. Il y a beaucoup de projets de recherche qui travaillent sur le recyclage des pales, notamment d'éoliennes, où l'acier, l'aluminium, ils peuvent être partiellement recyclés. Soit, du coup, on incinère les déchets ou on les met en décharge. C'est les trois principales voies de fin de vie des composants en général et qu'on peut appliquer du coup aussi pour les composants d'éoliennes. Il y a une remarque dans le chat de Jérôme Ribou. Il y a un parc éolien et mer qui a été démantelé au Danemark au bout de 25 ans. C'est le premier parc, oui. Au Danemark. La durée de vie a été prolongée à 50 ans. Oui, effectivement, il y a différentes stratégies de prolonger la durée de vie. Donc, une stratégie est de remplacer les machines au même terrain avec des machines plus importantes, soit de remplacer des composants, mais je ne pense pas qu'avec un remplacement des composants, on peut doubler la durée de vie, en fait. Mais ce serait intéressant d'avoir plus de détails sur la stratégie de prolongation qui a permis de doubler la durée de vie, en fait, à 50 ans. Oui. Et d'un point de vue purement ACV, on prolonge la durée de vie de la ferme et on renouvelle une partie du matériel. Donc, nous, en fait, souvent, quand on fait une analyse de cycle de vie, on fait des hypothèses au départ. On ne peut pas dire que juste on prolonge. Enfin, si on devait revoir nos résultats d'analyse de cycle de vie, ça consisterait pas juste à prolonger la durée de vie, donc augmenter la production électrique. On aurait aussi, comme Georges l'a dit, on doit remplacer des turbines éoliennes, etc. Donc, nous, on aurait de nouveaux flux. Ça affecterait les impacts qui affecteraient les impacts environnementaux. Donc, on va dire plutôt la durée de vie d'une turbine, c'est plutôt 20-30 ans, et la durée de vie d'une ferme, elle peut être étendue si on remplace les turbines. Voilà. Okay. Il y a une autre remarque aussi. Merci beaucoup. Okay. Vas-y, Georges, vas-y. Ok, que les nouvelles pales développées par Siemens sont un matériau recyclable. Oui, effectivement, aujourd'hui, on commence à avoir des machines avec des composants recyclables. Et c'est une activité de recherche très importante, en fait. Il y a pas mal de projets financés à la fois au niveau national et au niveau européen pour recycler les différents composants des centrales renouvelables. Parfait, merci beaucoup. On est pile dans les temps. Donc, vraiment, je vous remercie déjà tous les présentateurs, Cyrielle qui a organisé tout ce webinaire. Je remercie tous les participants pour votre attention et les interactions aussi.
Donc, on aura un prochain webinaire qui est fixé pour le... c'est moi, mes notes. Alors, je crois que c'est le 18 novembre. Donc, je ne sais pas si Cyrielle veut en dire un mot. Non, c'est bon. Juste, on se retrouve le 18 novembre sur un webinaire autour de la matérialité des infrastructures du numérique. Et merci à tout le monde et merci à Claude pour cette animation. OK, merci à tous. Bon après-midi. Merci Claude. Au revoir. Au revoir.